Bonsoir. Donc, effectivement, j'ai choisi un titre un peu ambitieux, même très très ambitieux. Mon idée, c'est finalement de répondre à une question qu'on me pose quelquefois. Et on me demande finalement que font les géomètres d'aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi, si je vous réponds, je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse, mais souvent, après cette question, il y a autre chose. Il y a, depuis les Grecs, est-ce qu'on a trouvé des nouveaux théorèmes sous-entendu un peu que la géométrie des Grecs a un peu clos les problèmes géométriques. Et voilà, donc moi je passe mon temps à faire de la géométrie. Et j'aurais voulu un peu vous amener sur mon chemin, plus à travers des problèmes et une problématique qui s'est posée au cours du temps, plus que essayer de vous faire rentrer directement dans mes travaux. Donc pour commencer, je vous propose de revenir des siècles et des siècles en arrière et de revenir à Euclide, puisque Euclide, c'est la géométrie qu'on enseigne aujourd'hui. Et finalement, il faut même attendre pour des étudiants qui se destinent à faire de la recherche, il faut même attendre 5 ans après le bac, plus que le master, disons un peu plus, ou à la fin du master, pour que l'étudiant entende parler d'une autre géométrie, ou plutôt d'autres géométries. Donc on est un peu tous emprunts de la géométrie d'Euclide, et c'est peut-être un peu ce qui amène les gens à me poser ce genre de questions, puisqu'au fond, on leur a présenté uniquement cette géométrie. Alors, Euclide, c'est 300 à peu près avant Jésus-Christ, un personnage extraordinaire, puisque pour les mathématiques en tout cas, puisqu'il a commencé à axiomatiser les mathématiques au sens où il a essayé de mettre un peu de l'ordre dans la géométrie, dans les raisonnements. Donc il a écrit les éléments d'Euclide, beaucoup de livres, dans lesquels il tente de définir un peu les choses, et pas qu'un peu, il donne des définitions, un point, un segment, etc. Et puis il donne aussi ce qu'il appelle des postulats, qui sont là pour essayer de dire, alors on part de là, de postulats, et puis après on raisonne. Donc il nous donne des outils pour raisonner. Et dans ces postulats, il y en a 5. Donc, le premier, peut-être, qui dit que par 2 points passe un segment. Oui, ça paraît aussi naïf que ça, c'est très très profond en fait. Et puis il enchaîne, et puis c'est à partir de là qu'il développe des raisonnements, démontrant des théorèmes, des propositions, etc. Mais il a comme règle de ne se servir que des choses qu'il a dites avant. Alors il y a le 5e, et le 5e a fait beaucoup discuter. Donc le 5e, je vais plutôt que de l'écrire, je vais vous le dessiner. En fait, il dit la chose suivante, vous prenez un point, alors P souvent on l'appelle le point, voilà. Et puis vous prenez une droite qui ne passe pas par ce point, et le théorème, enfin pas le théorème, le postulat, qu'on appelle le 5e postulat d'Euclide souvent, dit que par ce point passe une unique droite qui ne rencontre pas D. Alors, vous la voyez, cette droite arriver, je pense, c'est cette droite parallèle à D qui passe par P. Donc ça fait partie c'est ce qu'on appelle le 5e postulat d'Euclide. Dans Euclide, c'est pas dit exactement comme ça. Effectivement, là, je vulgarise, bon, donc je ne reste pas du tout fidèle au texte, mais dans le fond, c'est ce qui est aujourd'hui interprété comme ça, ce 5e postulat, et pendant des siècles, vraiment des siècles, on a essayé de se dire, mais alors finalement, prenons ce traité d'Euclide, essayons de construire un espace géométrique qui a les mêmes axiomes, sauf le 5e. La question qui se posait, c'était est-ce que ce 5e postulat est vraiment un postulat ou est-ce qu'on ne peut pas le déduire des 4 autres? Alors, finalement, une façon assez simple et extrêmement, finalement, complexe, c'est d'essayer de se dire on peut essayer de construire quelque chose, un espace, qui satisferait tous les postulats d'Euclide, sauf le 5e. Et alors, s'il ne satisfait pas le 5e, c'est que le 5e, en fait, ne se déduit pas des 4 premiers. Donc ça a pris des siècles et des siècles. Il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'on arrive à trouver une autre géométrie dite non euclidienne. Précisément, je travaille dans une géométrie non euclidienne.
Donc le 19e siècle a vu apparaître non pas la question du 5e postulat d'Euclide, mais des travaux importants, et finalement à la fin du 19e, celui qui a vraiment fait vivre cette nouvelle géométrie non euclidienne, eh bien c'est un grand mathématicien français qui s'appelle Henri Poincaré. Et c'est dans les espaces de Poincaré que je travaille, et dans d'autres, mais enfin en particulier dans des espaces de Poincaré. Alors, je voudrais un peu vous parler de ce chemin, et il n'est pas banal, ce chemin qui est parti d'Euclide et puis qui est arrivé à Poincaré, et qui aujourd'hui a vraiment fait exploser toute la géométrie, puisque maintenant on ne parle pas de la géométrie, de l'espace géométrique, mais des espaces géométriques, des espaces non euclidiens, des espaces euclidiens, et vraiment la porte est ouverte, au point que finalement, souvent, pour comprendre un objet, on regarde finalement, on lui associe un espace. Et c'est cet espace qu'on va regarder. On le met dans un espace. Donc aujourd'hui, les géomètres, mais pas que, passent leur temps à associer aux objets des espaces. Et ces espaces deviennent en eux-mêmes des espaces géométriques. Alors je voudrais, entre Euclide et Poincaré, donc qui a fait vivre un espace assez profond, en lien, si je pouvais dire directement, avec l'univers. Einstein s'en servira comme modèle pour l'univers. Il y a entre tous ces siècles, il y a un objet très très intéressant qui a eu du mal à se faire reconnaître, qui est la Terre. Prenez conscience que finalement, quand on vous enseigne la géométrie, on commence par, et quand vous demandez aux gens c'est quoi la géométrie, c'est l'étude des figures sur un plan. Et alors c'est assez intéressant de se rendre compte que finalement, l'espace géométrique qu'on nous propose dès le départ tout petit est un espace extrêmement abstrait, puisque c'est un plan qui se veut infini, sur lequel on regarde les droites parallèles, et pourtant on habite sur la Terre. Alors la Terre, c'est quelque chose, par exemple, qui n'est jamais enseigné, la géométrie de la Terre. Pourtant, c'est le premier exemple de géométrie non euclidienne. Parce que sur la Terre, si on le prend comme espace géométrique, eh bien, si on regarde à la lumière de ce postulat d'Euclide, par exemple, on se dit, bien, il y a quand même un petit souci, c'est qu'il faudrait définir les droites. Mais les droites, au fond, si on prend un point de vue des longueurs des courbes, alors les droites, ça devient juste, ou en tout cas le segment, le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre. Les marins, au long cours, les aviateurs le savent, les chemins les plus courts pour aller, par exemple, du pôle Nord au pôle Sud, eh bien, en fait, c'est les méridiens, c'est les grands cercles de la Terre. Et toute la navigation, toute l'aviation est basée sur ces grands cercles aussi. L'équateur, donc c'est les plus grands cercles qui entourent la Terre. Et c'est ça qui va jouer, ce sont ces courbes-là qui vont jouer le rôle de droite. Et si je remplace droite par chemin le plus court dans le monde dans lequel je suis, qui est la Terre, c'est-à-dire donc grand cercle, alors cet axiome d'Euclide, eh bien, n'est pas vérifié. Parce que, étant donné un point, prenons-le par exemple ici, mon point P, étant donné une droite, prenons cette droite, eh bien je l'appelle D, il existe. Existe-t-il une droite qui passe par P et qui ne rencontre pas D? Eh bien non, il n'en existe pas. Parce que tous les grands cercles qui passent par P, eh bien ils vont tous rencontrer ma droite de départ. Donc cet axiome n'est pas vrai, puisqu'il n'existe pas une unique, mais il n'en existe pas. Donc la géométrie de la Terre est une géométrie non euclidienne. Et pourquoi a-t-elle mis tellement de temps à se faire reconnaître? C'est parce que les Grecs avaient oublié de parler de quelque chose, en quelque sorte, ou ne voulaient pas trop s'intéresser à une chose, qui était le contexte dans lequel ils étaient. Le support des figures, le support des droites, autrement dit, l'espace géométrique pour lui-même. On s'intéressait aux figures, on s'intéressait au raisonnement entre les figures, aux axiomes, aux postulats,
mais finalement pas l'espace dans lequel on travaillait, l'espace mathématique. Euclide, lui, il parle de l'apeiron, qui en fait est un espace un peu une étendue. Souvent, c'est traduit par étendue, étendue qui se prolonge à l'infini. Alors, il y avait cette question que la géométrie mathématique se posait uniquement dans des choses qui s'étendaient à l'infini. La sphère ne répondait pas à ça. C'est une des raisons pour laquelle la sphère, elle n'a pas eu sa légitimité dans les mathématiques. L'espace géométrique de départ est un espace infini. Si vous faites le parallèle avec l'espace de la cosmologie, c'était l'empilement des sphères, lui, il était fini. Et c'est assez intéressant de voir qu'avec le temps, aujourd'hui, on parle d'univers infini, et aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès en mathématiques parce qu'on accepte les choses finies en géométrie, les choses limitées en géométrie, et la géométrie a accepté le fini, a accepté d'englober en particulier la sphère, et ça, c'est un énorme progrès. Et c'est assez intéressant de voir un parallèle entre ces deux mouvements, l'un en physique ou en astrophysique, et l'autre en géométrie. Alors, cette terre, elle est apparue très tardivement comme objet géométrique, elle est apparue au XIXe siècle aussi. Et elle est apparue très bizarrement après ce modèle de Poincaré en lien avec l'univers qui est beaucoup plus complexe que la sphère. La raison profonde, c'est que Poincaré a construit un ensemble, un espace qui, lui, n'est pas fini, limité. Dans la sphère, elle est limitée, ça met du temps à être acceptée. Alors, comment ça s'est passé tout ça? Donc, pour vous dire que tout est dans la question de l'espace lui-même. Et en géométrie, une des questions, c'est d'aller chercher des espaces, créer des espaces, étudier des espaces, et pas uniquement les figures. Plus que les espaces, il y a aussi les mouvements qui préservent l'espace, et il est arrivé, surtout aujourd'hui, une dynamique dans les espaces géométriques. Alors, il y a un auteur que j'adore, qui m'inspire beaucoup, qui inspire mes recherches, qui est toujours avec moi, qui est quelqu'un qui a vraiment fait bouger les choses à sa façon, en lien avec les nouveaux mots. Il s'appelle Girard Desargues. Donc, il n'est pas très populaire, pas très connu, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai une petite idée quand même, mais Desargues, il a été, on dirait aujourd'hui de façon moderne, le directeur de thèse de Blaise Pascal, qui lui était un excellent élève, comme vous imaginez, et d'un style complètement différent. Alors, Girard Desargues, c'est XVIIe siècle, c'est Louis XIV, disons en gros, et Girard Desargues était un architecte, en fait, et XVIIe siècle, c'était un peu le siècle où on commençait à essayer de poser les choses, en mathématiques pas encore. Mais Girard Desargues a été extrêmement intéressé et vraiment influencé par la perspective. Il a écrit un texte très intéressant sur la géométrie qui est influencé par la perspective. Parce que si vous regardez la perspective qui est arrivée à peu près au XIVe siècle, eh bien, la perspective, quand vous dessinez deux droites parallèles, eh bien, c'est deux droites qui se rencontrent sur le tableau. Ça dépend qui, mais la plupart des gens aujourd'hui vont vous dessiner deux droites parallèles comme ça, sous-entendu que ce point, qui est normalement l'infini, entre guillemets, devient un point ordinaire. Ça veut dire que dans la perspective telle qu'avec sa ligne de fuite, l'infini devient un point ordinaire. Donc la problématique du fini et de l'infini, elle disparaît. Tout peut être vu comme fini. Cette problématique de cet univers infini, finalement, ce n'est qu'une vision de l'esprit. On peut aussi se dire qu'elle est finie. Et c'est grâce à ça, à la peinture au départ, puis ensuite à son entrée dans les mathématiques, qu'on est arrivé à laisser tomber cette obsession de l'espace géométrique infini, qui a fini par faire de la place à la sphère et donc à une géométrie non euclidienne. Alors peut-être un petit texte de Girard Desargues. Ce qui est très très intéressant, c'est les mots qu'il utilise, puisqu'on est au XVIIe. Descartes lui-même commence par abandonner le latin pour essayer de s'adresser à tout le monde, pour se faire comprendre. Il parle en français. Alors il dit par exemple, pour donner à entendre de plusieurs lignes droites qu'elles sont toutes entre elles, ou bien parallèles, ou bien inclinées à un même point, il est dit ici que toutes ces droites sont d'une même ordonnance. Donc il commence à chasser cette idée qu'on a,
trop visuel de penser que deux droites comme ça ou deux droites comme ça, c'est pas pareil. Il va dire elles sont d'une même ordonnance, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont un but qui est soit à distance finie, soit à distance infinie. C'est-à-dire, imaginez que vous avez une droite comme ça, là, et puis maintenant, vous faites bouger ce point. Et vous regardez les droites qui passent par ce point, et vous allez voir que progressivement, votre dessin, il va devenir comme ça. C'est-à-dire que des droites parallèles, c'est comme des droites qui se rencontrent, mais de plus en plus loin. Et il est en train de nous laisser tomber cette image qu'on peut dessiner comme ça, on a l'impression que c'est différent, mais plutôt de faire entrer une idée dynamique qui nous fait oublier cette idée que parallèle et séquence c'est pareil. Alors, c'est une idée amenée par la perspective. Et il dit aussi, alors pour se faire entendre, son livre est extraordinaire, il ne cesse d'essayer de dire que finalement l'infini est un point ordinaire, au fond c'est ce qu'il veut dire. Il décide, et ça cette expérience est extraordinaire, on ne l'a pas vu souvent, d'employer des nouveaux mots, parce qu'il se trouve que pour donner cette nouvelle idée avec laquelle il est un peu gêné, qui est de dire que l'infini est un point ordinaire, il décide d'abandonner le langage des Grecs pour inventer des nouveaux mots. Donc, dans son livre, il y a par exemple des troncs, des nœuds, des arbres, des branches, et il ne parle plus de droite, mais il parle de branches. L'intersection de deux droites, il dit c'est un nœud. Quand une droite est coupée par plein de branches, lui, il appelle ça un tronc. Et très vite, au bout de la deuxième page, vous êtes dans une forêt, et c'est en partie ce qui explique que son œuvre a eu du mal à traverser le temps, parce qu'il est très très difficile de le lire. Aujourd'hui, on a retrouvé les écrits de Desargues et on a compris qu'il avait en fait été au départ d'une géométrie qui s'appelle la géométrie projective, qui est une géométrie extraordinaire, et qui a été ensuite énormément développée. Et voilà, Desargues a eu son expérience. Alors, c'est grâce à Desargues, je dirais, qu'on a commencé à s'intéresser à l'espace. La perspective nous a amené, la peinture nous a amené à nous interroger, nous, géomètres, sur l'espace. Parce qu'elle faisait venir cette problématique du point infini qui devenait un point ordinaire. Alors, il y en a un qui était très gêné à son époque, c'était Descartes, par les travaux de Desargues, et qui trouve que Desargues exagère, parce que lui-même, Descartes, essaye d'expliquer un peu l'univers. Il s'intéresse beaucoup à l'univers, à cet espace qui est au confluent des mathématiques et de l'astrophysique, on dirait aujourd'hui. Et il y a la question de l'infini dans ses propos, c'est-à-dire il défend que, entre guillemets, l'univers est une étendue infinie, sauf qu'il ne dit jamais infini qu'il réserve à Dieu. Or, Desargues ne cesse de parler d'infini, et il est un peu gêné par cette idée de dire que l'infini est un point ordinaire. Donc il écrit une lettre à Desargues, Descartes, pour lui dire que c'est peut-être pas complètement... c'est intéressant, mais il espère qu'il ne va pas aussi loin que ça, etc. Et c'est très intéressant. Alors, je n'ai pas le temps de vous la lire, mais c'est une magnifique lettre de Descartes qui, à ce moment-là, invente sa géométrie algébrique, c'est-à-dire il commence à dire tout est équation et non pas dessin. Et c'est très intéressant de voir ce discours entre les deux. Donc ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez, cette question de l'espace, elle a été introduite en fait au départ par la peinture, par l'œil, par quelque chose d'extérieur aux mathématiques, on pourrait dire, et on s'en est emparé comme clé pour ouvrir la porte à une pensée qui a permis de débloquer l'espace. L'œuvre de Desargues a aussi complètement, on pourrait dire, désinhibé les mathématiciens en ce qui concerne le vocabulaire. Un grand mathématicien allemand, Hilbert, a été complètement inspiré et il a fini par écrire une phrase après avoir... alors Hilbert, c'est beaucoup plus tard, c'est 19e, mais après s'être intéressé vraiment aux écrits de Desargues, Hilbert dit les éléments tels un poids, une droite et un plan peuvent être substitués par un verre de bière, une chaise et une table, par exemple. Il faut plutôt se concentrer sur leur relation. Et c'est ce qu'il va faire dans son livre de géométrie. Il va parler de la relation, de l'axiomatique. Et finalement, les mots, on peut prendre un peu n'importe quoi, et puis il suffit de bien les définir. Et c'est un peu ça, ce qui se passe. Ça a complètement débridé
le langage. Et je vais terminer par un espace aujourd'hui dans lequel beaucoup de gens travaillent. D'ailleurs, dans mon laboratoire de mathématiques, il y a un groupe de travail sur les immeubles. Alors, les immeubles, c'est un espace géométrique. Et j'ai pris dans une revue de mathématiques de 2015, un de mes collègues, qui est d'ailleurs à Polytechnique maintenant, qui nous écrit, voyez-vous, il écrit, hein, c'est un texte mathématique. Alors là, c'est les arbres, sans sommet cul-de-sac, sont des immeubles. Ce sont en fait des immeubles infinis. Les sous-espèces qui jouent le rôle des appartements dans un arbre, vus comme un immeuble, sont les lignes droites. Alors, vous voyez tous ces termes qui, quand on est extérieur aux maths, peuvent paraître complètement... c'est difficile d'aller leur donner un sens. En même temps, on voit très très bien des mots qu'on connaît. Eh bien ça, c'est la preuve de quelque chose qui est très, très ouvert en mathématiques. À la fois, on s'appuie sur des choses qu'on connaît, des images, et en même temps, on en fait comment vous dire, il y a des concepts derrière extrêmement importants, et on ne se trompe pas quand on fait des mathématiques. Effectivement, il y a l'image, il y a le concept, les deux sont différents. Quelquefois, l'image est embêtante parce qu'elle fige la pensée, et des fois, on préfère des mots très abstraits qui n'évoquent pas d'image parce qu'ils sont plus libres pour l'esprit. Puis, quelquefois, c'est l'inverse. Et aujourd'hui, en mathématiques, autant vous dire, en tout cas en géométrie, qu'il y a des mondes, plein de mondes, on n'arrête pas d'en créer. Et donc, ces mondes sont aussi, ont des noms, voilà. Et voilà, donc je voulais surtout mettre en lumière cette charnière qui s'est faite dans le monde mathématique entre les Grecs et aujourd'hui, que j'attribue, peut-être c'est un peu personnel, mais je ne crois pas, quand même pour beaucoup à des Argues, et donc XVIIe siècle, qui a fait vraiment bouger les choses avec cette tentative de faire de la place à l'infini, et surtout cette tentative de mettre de nouveaux mots pour que l'on puisse accéder à sa pensée. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je préfère que vous me posiez des questions.